Bienvenue dans le cauchemar économique le plus sophistiqué du XXIe siècle. Et pourtant, l'économie russe tient encore debout. Comment? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Vous savez ce qui est complètement fou? Selon toutes les règles de l'économie moderne, la Russie devrait être en ruine. On parle de plus de 25 000 sanctions. 25 000, c'est plus que l'Iran et la Corée du Nord réunis. Les banques russes ont été exclues du système SWIFT, les avoirs de la banque centrale gelés, les grandes entreprises occidentales ont fui le pays en masse. Et pourtant, en 2023, l'économie russe a progressé de 3,6%. En 2024, elle a même accéléré à 4%. 4% de croissance sous les sanctions les plus lourdes jamais imposées à un pays. C'est comme si vous jetiez quelqu'un à l'eau avec des poids aux chevilles et qu'il se mettait à nager le crawl. Alors aujourd'hui, on va décortiquer le plan secret de Moscou. Un plan qui mélange génie stratégique, improvisation totale et quelques astuces qui feraient rougir un magicien. Parce que croyez-moi, cette histoire est meilleure que n'importe quelle série Netflix. Revenons en arrière. Mars 2022, les sanctions tombent comme une pluie de météorites. Le rouble s'effondre, en quelques jours, il perd 50% de sa valeur. Les Russes paniquent et se ruent dans les magasins Ikea pour acheter tout ce qu'ils peuvent avant la fermeture. Oui, vous avez bien entendu, des gens qui font la queue pour des étagères Billy comme si c'était de l'or. Plus de 1000 entreprises étrangères annoncent leur départ. McDonald's ferme ses 847 restaurants. Ikea, H&M, Zara, Apple, tout le monde fuit. La Russie perd d'un coup 40% de ses importations de biens de consommation. Les experts prédisent une récession de 10%, le FMI annonce un effondrement imminent. Les analystes parlent déjà de la nouvelle crise de 1998, quand la Russie avait fait défaut sur sa dette. Sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu. Pourquoi? Parce que Moscou avait un plan. Un plan préparé depuis 2014, depuis les premières sanctions après l'annexion de la Crimée. Pendant 8 ans, la Russie s'était discrètement blindée contre ce scénario catastrophe. D'abord, ils ont réduit leur dette extérieure de 50%. Ensuite, ils ont accumulé des réserves de change colossales, 640 milliards de dollars avant la guerre. Et surtout, ils ont commencé à dédollariser leur économie. En 2014, 80% des échanges russes se faisaient en dollars. En 2022, ce chiffre était déjà tombé à 50%. Alors quand les sanctions sont tombées, oui, ça a fait mal. Mais la Russie n'est pas morte, elle a simplement muté. Imaginez que vous organisez une fête. Tous vos amis européens et américains vous plantent à la dernière minute. Catastrophe, non? Sauf que vous avez gardé le numéro de téléphone de quelques copains asiatiques. Et ces copains-là, ils sont riches. Très riches. Bienvenue dans le pivot asiatique russe. La Chine est devenue le Superman économique de la Russie. Regardez ces chiffres. En 2023, les importations russes depuis la Chine ont bondi de 64%. 64% en un an! Aujourd'hui, la Chine représente 56% des importations russes parmi ses principaux partenaires. C'est énorme. Mais ce n'est pas juste du commerce, c'est un mariage stratégique. Poutine et Xi Jinping parlent de partenariat sans limite, et ils ne plaisent pas. Plus de 80% des échanges commerciaux entre les deux pays se font maintenant en roubles ou en yuan. Plus de dollars, plus d'euros, juste des monnaies locales. Pour vous donner une idée de ce bouleversement, avant 2022, le yuan représentait moins de 1% des réserves de la Banque centrale russe. Fin 2023, il représentait 35%. C'est la dédollarisation la plus rapide de l'histoire moderne. Maintenant, parlons de l'Inde. Ah, l'Inde, le champion du pragmatisme. Voici le deal. L'Inde achète du pétrole russe avec des rabais de 20 à 30% par rapport au prix du marché. Puis, elle raffine ce pétrole et le revend. En Europe. Oui, l'Europe qui a sanctionné la Russie achète indirectement du pétrole russe via l'Inde. C'est tellement absurde que ça en devient comique. Les importations françaises de produits pétroliers indiens ont doublé en 2022. L'Inde est devenue le deuxième fournisseur de pétrole raffiné de l'Europe. Et devinez d'où vient le pétrole brut? De Russie, évidemment. Et la Turquie? Oh, la Turquie joue un jeu encore plus subtil. Membre de l'OTAN, elle est devenue la plaque tournante du contournement des sanctions. Ses exportations vers la Russie ont explosé de 5 milliards de dollars, incluant un triplement des ventes de semi-conducteurs et de composants électroniques. En clair, les puces et les circuits que la Russie ne peut plus importer d'Occident arrivent maintenant via Istanbul. C'est comme interdire à quelqu'un d'entrer par la porte d'entrée pendant qu'il se glisse tranquillement par la fenêtre de la cuisine.
Le résultat? En 2023, les 3/4 des importations russes proviennent d'Asie et de la Turquie. La part de l'Union européenne est tombée à 22% contre 47% en 2021. La carte économique mondiale a été redessinée en 2 ans. Maintenant, parlons du deuxième pilier du système russe, l'économie de guerre. Vous vous souvenez de la Seconde Guerre mondiale, quand les usines de Détroit arrêtaient de fabriquer des Chevrolet pour produire des tanks? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe en Russie aujourd'hui. Sauf qu'en 2025, ça ressemble à un mélange étrange entre innovation high-tech et improvisation soviétique. Les chiffres donnent le vertige. En 2025, la Russie va dépenser 145 milliards de dollars pour sa défense. C'est 6,3% du PIB. Pour vous donner une comparaison, les États-Unis dépensent 3,5% de leur PIB. La Russie dépense presque 2 fois plus proportionnellement que la première puissance militaire mondiale. Et cette année, pour la première fois depuis des décennies, les revenus du pétrole et du gaz ne couvriront plus les dépenses militaires. C'est un moment historique et terrifiant. La guerre coûte plus cher que ce que rapporte le principal revenu du pays. Mais voici le paradoxe. Cette économie de guerre crée des emplois. Beaucoup d'emplois. Le secteur de la défense embauche massivement. Les usines d'armement tournent 24 heures sur 24. Le chômage est au plus bas depuis des années. Le problème, il manque maintenant 1 500 000 travailleurs qualifiés dans le reste de l'économie. Les hôpitaux cherchent des médecins, les écoles manquent de professeurs, les entreprises privées ne trouvent plus de personnel. Alors Moscou a trouvé une solution. Cynique, mais efficace. Il paie énormément. En juillet 2024, la ville de Moscou a porté le salaire des nouvelles recrues militaires à 5,2 millions de roubles pour la première année. C'est environ 44 000 euros, soit 5 fois le salaire moyen russe. Si vous êtes un jeune russe dans une région pauvre de Sibérie où le salaire moyen est de 500 euros par mois, cette offre est impossible à refuser. C'est du pragmatisme brutal. Ça marche. Mais à quel prix? Parallèlement, le secteur automobile a ressuscité des morts. Après le départ de Renault, Volkswagen et tous les autres, la production automobile s'est effondrée de 70% en 2022. Puis elle a rebondi de 60% en 2023. Comment? En important massivement des voitures chinoises et en relançant la production de Lada. Oui, la mythique Lada soviétique est redevenue le symbole de la résilience russe. C'est à la fois nostalgique et pathétique. Bon, jusqu'ici on pourrait croire que tout va bien pour la Russie. Sauf que non, pas du tout. Parce que ce système a un coût terrible, et les fissures commencent à apparaître. D'abord, l'inflation. Elle explose à 9,5% en 2024. Mais ce n'est pas une inflation abstraite, c'est une inflation qui vous frappe en pleine figure quand vous faites vos courses. Le beurre a augmenté de 30% en 1 an, les pommes de terre de 73%. Les œufs ont tellement augmenté qu'en 2023, des supermarchés ont dû mettre des agents de sécurité devant les rayons pour éviter les vols. Je ne plaisante pas. Des gens volaient des œufs comme si c'était des iPhones. Ensuite, le rouble. Malgré les efforts de la Banque centrale, il a perdu 54% de sa valeur depuis juin 2022. En novembre 2024, il est tombé à son niveau le plus bas depuis le début de la guerre. Pour stabiliser la situation, la Banque centrale a relevé son taux directeur à 21%. 21%, c'est du jamais vu. Pour vous donner une idée, imaginez que votre banque vous dise « Vous voulez emprunter 10 000 euros ? Cool, mais vous nous rembourserez 12 100 euros dans 1 an. » Personne ne peut emprunter à ces taux. Résultat, les entreprises privées ne peuvent plus investir. Les chemins de fer russes ont annoncé une réduction de 40% de leurs investissements en 2025. L'économie s'étouffe. Et puis, il y a la dette cachée. Les experts estiment que depuis 2022, la Russie a accumulé entre 207 et 249 milliards de dollars de dettes non officielles. Comment? En vidant son fonds souverain, le National Welfare Fund, pour financer la guerre. En 2022 et 2023, la Russie a enregistré des déficits budgétaires de 33 et 32 milliards d'euros. Pour la première fois depuis la chute de l'URSS, le pays ne peut plus payer ses factures sans s'endetter massivement. Le FMI prévoit une croissance de seulement 1,3% en 2025 contre 4% en 2024. Certains économistes parlent même de récession technique. Alors, la question à 1 million de dollars. Combien de temps ce système peut-il tenir? Honnêtement, personne ne sait. Mais on peut faire quelques paris. D'un côté, la Russie a prouvé qu'elle était beaucoup plus résiliente que prévu. Le pivot asiatique fonctionne, l'économie de guerre crée de l'emploi,
les sanctions sont partiellement contournées. Mais de l'autre côté, les contradictions s'accumulent. L'inflation galopante érode le pouvoir d'achat des Russes ordinaires, la dépendance à la Chine devient dangereuse, Pékin dicte maintenant les prix et les conditions. Si demain Xi Jinping décide de lâcher Moscou pour préserver ses relations avec l'Occident, la Russie n'a aucun plan B. Les réserves financières s'épuisent, le fonds souverain est presque vide, les sanctions occidentales se durcissent. En octobre 2025, les États-Unis ont mis sur liste noire Gazprom Bank, qui gère les paiements du gaz russe vers l'Europe. L'Union européenne interdit l'importation de GNL russe d'ici 2027. Certains experts prédisent un effondrement en 2025 à 2026. D'autres pensent que la Russie peut tenir encore 5 ans. Peut-être plus si la Chine continue de soutenir massivement l'économie russe. La vérité ? On assiste à un test grandeur nature, un test de résistance des économies modernes face aux sanctions les plus sévères jamais imposées. Un test de la capacité d'un État à mobiliser toutes ses ressources pour un objectif unique, quitte à sacrifier le bien-être de sa population. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Le plan secret de Moscou n'a rien de magique. C'est un mélange de préparation stratégique, d'improvisation brillante et de paris sur l'avenir. Préparation. Depuis 2014, la Russie s'était blindée contre les sanctions. Réduction de la dette, accumulation de réserves, dédollarisation progressive. Improvisation. Face à chaque nouvelle sanction, Moscou trouve des solutions de contournement. Les flottes fantômes de pétroliers, les circuits d'importation via la Turquie, le raffinage indien, tout ça, c'est du génie improvisé. Et le pari. La Russie parie qu'elle peut tenir plus longtemps que l'Occident ne peut maintenir l'unité des sanctions. Pour l'instant, ce pari n'est pas complètement fou. Mais attention, ce système n'est pas durable. L'inflation, la dépendance à la Chine, l'épuisement des réserves, la surchauffe économique, ce sont toutes des bombes à retardement. La vraie question n'est pas « est-ce que la Russie va s'effondrer ?» La vraie question est « quand ?» Et franchement, personne n'a la réponse. Ce qui est certain, c'est que nous assistons à un moment historique. Un laboratoire économique grandeur nature, une démonstration fascinante et terrifiante de ce qu'un État autoritaire peut faire pour survivre. Voilà, vous savez maintenant tout sur le plan secret de Moscou, un plan qui révèle à quel point notre monde est interconnecté, imprévisible et complètement dingue. Si cette vidéo vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous et dites-moi, selon vous, combien de temps la Russie peut-elle encore tenir ? Je suis vraiment curieux de connaître vos avis. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les coulisses de la géopolitique.